Un halo solaire est un signe de la nature indiquant qu'une tempête de neige ou de pluie se prépare. Il est causé par les nuages qui sont constitués de milliards de petits cristaux de glace flottant à 6000 mètres d'altitude. La lumière du soleil passe à travers ces cristaux, de sorte qu'elle se divise et se réfracte, comme dans le cas d'un arc-en-ciel. Ne regarde pas directement le halo solaire, c'est certes très tentant car ce n'est pas un phénomène que tu peux observer tous les jours, et en plus c'est vraiment beau, mais les ultraviolets peuvent brûler les tissus exposés de ta rétine et causer de graves lésions oculaires. Donc, ça n'en vaut pas la peine. Si tu as des lunettes de soleil, ça ne devrait pas poser de problème. Ce phénomène dure environ 40 minutes. Ces nuages sont les mêmes que ceux qui peuvent parfois causer l'apparition d'un anneau autour de la Lune la nuit. En réalité, la nature envoie des signes précurseurs de catastrophes de nombreuses façons différentes. Des arbres en forme de J peuvent signifier qu'un glissement de terrain se prépare. Comme le sol bouge lentement, les arbres prennent cette forme très photogénique. Essaie de trouver une zone plate et évite de t'approcher des arbres, sauf si tu as une force surhumaine. Certaines nuits, lorsque le ciel est dégagé au-dessus d'un puissant orage, il est possible de voir des elfes, des gnomes, des sylphes ou des geais bleus. Les geais bleus n'ont pas leur place dans cette liste, dis-tu? En fait, je ne suis pas en train de parler de contes de fées, mais de différents types d'éclairs visibles très haut au-dessus des nuages d'orage. Prenons les sylphes rouges. Ces flashs de lumière apparaissent en grappe au-dessus des orages. Ils sont rares parce qu'ils ne sont causés que par un type spécifique d'éclairs, les éclairs positifs nuage-sol. Une charge positive est transférée d'un nuage d'orage vers le sol lorsque la foudre frappe. Ce type d'éclair ne représente que 10% de toutes les éclairs. Pendant plus d'un siècle, les gens ont cru que ces éclairs n'étaient que légendes urbaines. Il est vrai qu'on les voyait de temps en temps, mais ces éclairs étaient si brefs que même si on avait la chance d'en apercevoir un, il était impossible d'appeler à temps une seconde personne pour qu'elle assiste au phénomène et le confirme. Même lorsque des savants ou des pilotes respectables en parlaient, la communauté scientifique les ignorait. En 1989, une chose étrange s'est produite. Les chercheurs de l'université du Minnesota ont réussi à filmer des sylphes. Et c'est ainsi que tout a commencé. Les gens du monde entier se sont mis à partager des vidéos et des photos de sylphes rouges. Les sylphes rouges peuvent apparaître sous la forme de boules d'une centaine de mètres d'air ionisé. Ces boules descendent d'une hauteur d'environ 80 km à 10% de la vitesse de la lumière. Et les chercheurs ont étudié non seulement les éclairs qui tombent des nuages en furie, mais aussi ces flashs colorés qui montent vers l'espace. Ainsi, l'électricité s'élève jusqu'à l'ionosphère, mais en même temps, elle descend vers la Terre. Les sylphes rouges se présentent sous différentes formes, par exemple sous forme de méduses, pouvant posséder une superficie de 77 km². Il existe des farfadets à carottes et des sylphes colonnes. Ils sont similaires, mais les carottes sont dotées de longues vrilles. La partie inférieure des vrilles est souvent bleue, tandis que leur partie supérieure est rouge. Le 22 août 2022, nous avons pu prendre des photos étonnantes de traînées rouges vives dans le ciel du désert d'Atacama, au Chili. Elles étaient entourées d'une autre lueur plus importante, de couleur verdâtre. Ce qu'on appelle la lumière du ciel nocturne, qu'on distingue assez mal lorsque la pollution lumineuse est importante. Cette pollution est due à la lumière artificielle. Elle nous empêche notamment d'observer les étoiles et d'autres objets que nous pourrions normalement voir dans un ciel dégagé. Cette lueur de l'air est due aux atomes d'azote et d'oxygène présents dans l'atmosphère. La lumière du soleil dégomme leurs électrons pendant la journée. Ils se recombinent ensuite lentement et ce processus les fait briller. Comment peut-on voir un sylphe rouge? Tout d'abord, il faut trouver un gros orage. Ils sont plus fréquents en été et au printemps, par exemple en juin. Bien sûr, les sylphes peuvent apparaître à tout moment s'il y a de puissants orages, avec des éclairs au niveau du sol. Le ciel doit être dégagé et très sombre, idéalement sans clair de lune. L'orage doit se trouver à une distance comprise entre 160 et 320 km. Ainsi, les nuages n'obstrueront pas le ciel et la visibilité sera meilleure. Dans le scénario idéal, l'orage se déplacera le long d'un horizon lointain.
si bien qu'il sera possible de voir au-dessus des nuages. On peut suivre une tempête à l'aide d'un radar météorologique. Tes yeux ont besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'obscurité qui t'entoure. Donne-leur un peu de temps, environ 20 à 30 minutes. Garde les yeux au-dessus des nuages et essaye de ne pas les regarder directement. Ignore les éclairs. Un sylphe apparaîtra peut-être une fois tous les 2 scènes éclairs. N'espère pas trop capter tout ça avec ton appareil photo. Ce n'est pas facile, mais le spectacle vaudra la peine d'attendre. Tu es en train de faire une belle promenade sur la plage, du sable, du soleil, pas un nuage dans le ciel. Puis, d'un coup, tu vois l'eau s'éloigner du rivage. Soudain, tu peux même voir des morceaux de corail, de petits poissons et d'autres petits animaux marins. C'est un signe qu'il faut t'éloigner au plus vite du rivage. Il pourrait y avoir un tsunami en préparation. Un tel phénomène se produit lorsqu'un tremblement de terre se produit sous l'eau et il peut déferler sur la côte à 800 km/h. Il se produit surtout dans l'océan Pacifique, mais pourquoi prendre le risque ? Si tu vois un chenal d'eau agité près de la côte, reste à l'écart. Il pourrait y avoir un courant de retour sous la surface qui peut être extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière bizarre, ce qui forme des courants de retour. Tu verras peut-être un vide étrange dans les vagues où tu remarqueras des morceaux d'algues allant dans toutes les directions. Si jamais tu te retrouves pris dans un courant de retour, essaie de rester à flot et ne gaspille pas ton énergie à nager à contre-courant. Crie à l'aide et essaie de nager parallèlement à la plage. Une fois que tu es sorti du canal, nage en diagonale vers le rivage. Si tu te retrouves dans l'océan et que tu vois un groupe de requins en train de nager, ne panique pas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne viennent pas forcément te croquer. La mauvaise nouvelle, les requins essaient peut-être d'échapper à une énorme tempête tropicale ou même à un ouragan. Les requins peuvent sentir ces choses, alors quand la nature se met en colère, ils se regroupent et nagent profondément sous la surface pour se mettre en sécurité. Tu ne devrais probablement pas les suivre. Pourtant, la règle d'or depuis les temps anciens est « suis les animaux ». Les insectes, les rats et les serpents quittent leur terrier quelques jours avant les très gros tremblements de terre. Les scientifiques ne parviennent pas vraiment à expliquer comment ils savent ce qui va se passer. Il semble que les animaux puissent sentir les tremblements de terre en avance, peut-être parce qu'ils peuvent ressentir ces petites ondes de choc initiales que nous ne remarquons même pas. Et si tu vois des animaux courir vers toi, cela pourrait signifier que tu es sur le point d'être dévoré, ou bien qu'il y a un feu de forêt derrière eux. Les amphibiens, comme les grenouilles, les crapauds et les salamandres, essaient de se protéger en s'enfouissant dans le sol. Les autres courent tout simplement. Avant de commencer à courir à leur côté, vérifie si tu vois de la fumée. Tu ne voudrais pas faire un sprint pour rien. Il n'y a pas que les animaux. Tu peux aussi repérer d'autres signes avant-coureurs d'une catastrophe imminente. Par exemple, si tu remarques que tes cheveux se mettent soudainement à se dresser sur ta tête et que tes bijoux commencent à bourdonner, mets-toi tout de suite à l'abri. La foudre est peut-être sur le point de frapper quelque part à proximité. Si tu es dehors et que tu ne peux pas te réfugier à l'intérieur, assure-toi de ne pas faire les erreurs suivantes. Te tenir près de structures hautes, t'allonger à plat sur le sol, rester près d'une étendue d'eau, t'abriter sous un arbre isolé, rester dans un espace ouvert. Et n'est pas l'idée, certes saugrenue, de monter en haut de l'Empire State Building. Ce bâtiment est foudroyé des centaines de fois par an. L'anomalie de la mer Baltique. En 2011, une équipe de plongeurs est descendue tout au fond de la mer Baltique, au nord. Ils partaient à la chasse au trésor. Mais ils ont découvert un objet plutôt bizarre. Ils ont pris des photos qu'ils ont ensuite partagées et certaines personnes ont cru qu'il s'agissait du vaisseau spatial d'une civilisation inconnue. D'autres ont pensé qu'un phénomène naturel avait donné forme à cet objet. Mais les métaux à l'intérieur de la structure ne pouvaient pas avoir été formés naturellement. Aujourd'hui, certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un objet datant de la période glaciaire. Peut-être même d'une météorite qui s'est retrouvée prise dans la glace à cette époque. Un maelstrom est un tourbillon, une sorte de puissant courant rotatif qui se forme lorsque deux courants se rencontrent, créant un vortex circulaire. Même les intrépides vikings avaient peur des maelstroms. Leur puissance était telle qu'ils pouvaient faire couler de très grands navires. Ces tourbillons restent dangereux aujourd'hui encore. Mais heureusement, les grands bateaux modernes ne craignent plus grand-chose. Ils sont désormais capables de résister à cette puissance. Cependant, un paquebot qui croise le chemin d'un maelstrom sera généralement exposé à des vagues si massives qu'il en sera violemment secoué. La force de certains maelstroms est si formidable qu'on les compare parfois à des sortes de trous noirs.
Et non, les trous noirs n'appartiennent pas seulement à l'espace intersidéral. On les trouve ici même, sur notre planète, sous la forme de tourbillons océaniques. Ce qui les rapproche de ces monstres célestes, c'est le fait que rien de ce qu'ils capturent ne peut leur échapper. Ces trous noirs sous-marins peuvent faire jusqu'à 150 km de diamètre. Si tu te retrouvais pris dans l'un d'eux, tu ne t'en rendrais sans doute même pas compte, leur influence s'étend bien au-delà de ce que l'on peut détecter. À cause de leur taille, ils échappent même aux équipements les plus modernes. Voici quelque chose de plus reposant. La prochaine fois que tu vas à la plage, ouvre grand les yeux et tu verras peut-être ce phénomène optique qu'on appelle le flash vert. Tu peux le voir un peu après le coucher du soleil ou juste avant son lever. Il se produit lorsque le soleil se trouve presque complètement sous l'horizon, mais que son bord supérieur est encore visible. Pendant 1 ou 2 secondes, la couronne solaire te semblera verte. Car, en réalité, tu observeras le soleil au travers des parties les plus épaisses de l'atmosphère, tout en bas du ciel. Tandis qu'il descend sous l'horizon, sa lumière se réfracte dans l'atmosphère, ou se courbe et se disperse. Choisis une journée claire, sans nuages ni brume à l'horizon, et tu pourras constater ce phénomène. Tu étais impatient de te baigner, mais en arrivant à la plage, tu vois que l'océan est rouge. Mieux vaut éviter de faire trempette. La Floride est célèbre pour ses marées rouges. Cela se produit lorsque la concentration de l'algue Karenia brevis est supérieure à la normale. La plupart des algues dans les eaux marines, les rivières et les lacs sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles nous aident même. Elles sont en effet une grande source d'oxygène. Mais certaines, comme celles qui donnent cette teinte rouge à l'océan, peuvent être extrêmement dangereuses pour la faune aquatique, pour les tortues de mer, les poissons et les oiseaux marins. Ce type d'algue peut se développer de façon incontrôlée et produire des neurotoxines très nocives pour les humains, surtout pour ceux qui ont des problèmes respiratoires. Ces personnes doivent à tout prix éviter les zones de marée rouge, surtout lorsque les vents puissants poussent les algues vers le rivage. Les volcans peuvent émettre des gaz toxiques, des cendres et une lave rougeoyante. Ces dangers sont bien connus des hommes depuis des siècles. Mais les volcans sous-marins peuvent aussi être dangereux. Parfois, ceux qui sont situés dans des eaux peu profondes révèlent leur présence en projetant des débris de roches et de la vapeur très haut au-dessus de la surface. En raison de la présence de l'eau, leurs effets seront différents de ceux qu'on trouve sur la terre ferme. Lorsqu'ils entrent en éruption, de l'eau de mer peut pénétrer dans leurs évents. La lave peut se répandre sur le plancher océanique, parfois même se déverser depuis des volcans terrestres. Lorsqu'elle entre dans l'eau, elle se refroidit si rapidement qu'elle peut passer à l'état de gravats et de sable. On trouve des débris volcaniques en grande quantité dans ces zones. Tu as déjà vu ces étranges plages de sable noir à Hawaï? Elles sont le résultat de cette activité. La lave et les puissantes éruptions représentent un danger évident. Mais les volcans sous-marins, dans les eaux profondes, sont tout aussi dangereux, même quand ils n'entrent pas en éruption. Ils produisent des poches d'air. Ces bulles diminuent la densité des eaux environnantes, ce qui peut même provoquer des naufrages. Tu te détends sur la plage quand soudain tu remarques une énorme volée d'oiseaux. Ils sont très excités par quelque chose près de l'eau. L'envie te prend d'aller voir ce qui se passe là-bas. Voici un conseil. Retourne t'asseoir et reste loin de l'eau. Je comprends, tu penses que tu es assez fort pour supporter quelques coups de bec d'une mouette. Mais ce ne sont pas les oiseaux qui m'inquiètent. C'est ce qui se cache sous l'eau. Les poissons sont la base de nombreux régimes alimentaires dans le règne animal, que ce soit au-dessus ou en dessous de l'océan. Le thon, le calamar et le poulpe, ainsi que les mammifères marins comme les phoques, se nourrissent d'une grande variété de petits poissons. Ils aiment particulièrement des espèces telles que le tassergal et le bar rayé. Mais ils sont également le repas préféré d'un autre ultra-prédateur. C'est pourquoi tu ne devrais pas accompagner ces oiseaux au bord de l'eau. Si tu le fais, tu risques de rencontrer une créature qui peut mesurer jusqu'à 6 mètres de long. C'est 3 fois la taille d'un humain moyen. Ce sont les références de taille d'un grand requin blanc. S'il y a des poissons dans les parages, ils peuvent remonter à la surface de l'océan pour se nourrir. Le grand requin blanc possède la plus forte force de morsure de tous les animaux. La seule autre espèce animale qui s'en approche est le crocodile d'eau salée. Et leur capacité à mordre est très forte. Les scientifiques pensent qu'elle est 100 fois plus supérieure à celle d'un humain. Ils n'utilisent même pas les narines situées sous leur museau pour respirer.
Elles ne servent qu'à faire d'eux des super renifleurs de compétition. Heureusement, nous ne sommes pas le repas préféré des requins. Et la créature ne fait pas tout son possible pour nous chasser. Les chasseurs affirment que les chances d'être attaqués par un requin ne sont que d'1 sur 3,7 millions. Ouf! Lorsque des rencontres malheureuses entre requins et humains se produisent, un requin peut confondre un humain avec un phoque ou un bar rayé de très grande taille. C'est pourquoi tu devrais rester à l'écart de ces oiseaux et poissons et laisser les animaux vivre. Tu te concentres juste sur ton bronzage dans ta chaise longue. Donc je suppose que ça veut dire que les requins ont une mauvaise vision. Pas tout à fait. Leur vision en eau claire est jusqu'à 10 fois meilleure que celle des humains qui nagent dans le même environnement. La structure de l'œil d'un requin est assez similaire à celle de notre œil. Il se compose d'une cornée, d'un cristallin, d'une rétine, d'un iris bleu profond et d'une pupille. Leurs yeux possèdent 2 types de photorécepteurs, les bâtonnets responsables de la vision à faible niveau de lumière et les cônes plus actifs à des niveaux de lumière plus élevés capables de voir les couleurs, tout comme les humains. Bien que nous ne soyons pas trop certains de la performance des bâtonnets et des cônes chez les requins, la recherche a montré qu'ils ne possèdent qu'un seul type de cône. Cela signifie qu'ils n'ont probablement pas une vision en couleur comme les humains. Cela pourrait expliquer pourquoi ils peuvent parfois confondre les humains avec d'autres créatures. Mais bon, qui est vraiment concentré lorsqu'il est sur le point de dévorer son dîner? Les yeux des requins possèdent également un tapetum lucidum. Il s'agit d'une couche de cristaux miroirs située derrière la rétine du requin. Ces cristaux permettent au requin de voir parfaitement bien dans une lumière extrêmement faible et dans une eau trouble. Les cristaux reflètent la lumière entrante, ce qui donne aux bâtonnets de la rétine une deuxième chance de détecter la lumière qu'ils auraient pu manquer la première fois. Fait amusant, les chats ont également un tapetum lucidum. C'est pourquoi les yeux de ton chat brillent dans le noir lorsque tu les éclaires. Un autre signe révélateur de la présence de requins dans les eaux des environs est la présence de baleines. Les requins sont connus pour traquer ces créatures sur plus de 160 km. Ils suivent les groupes de baleines et attendent que l'une d'entre elles devienne vulnérable avant de frapper de manière implacable.